De quoi ça parle aujourd'hui l'épisode du sophro, là, du coup, là? Tu travailles? Ah non, mais il est au courant l'autre que la sophrologie là, qu'on est en vacances, hein, que je suis sur la plage moi et que j'ai pas envie d'écouter un podcast sur le travail. Ah non, mais sans déconner, hein. Bonjour à tous. Il y a presque 2 mois, j'ai quitté mon travail pour créer mon cabinet de sophrologie. J'étais salarié dans un grand groupe. J'aimais mon travail et je lui ai donné beaucoup de mon temps, largement plus que ce que prévoyait mon contrat. Beaucoup d'énergie aussi. On sait que les salariés, pour espérer une évolution, une reconnaissance, doivent faire plus que ce qui leur est demandé. C'est une règle implicite que j'avais intégrée et acceptée. Mais quand le stress de votre travail dépasse les heures du bureau, vous suit dans le train bondé que vous prenez en rentrant, dans le dîner que vous préparez et dans la soirée reposante que vous vous apprêtiez à passer, c'est qu'il est temps de se poser les bonnes questions et d'y répondre. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est pourquoi j'ai donné ma démission et que j'ai créé ma structure et ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Si j'en crois les messages nombreux que j'ai reçus, vous vous posez aussi beaucoup de questions sur votre vie professionnelle, sur la pression que vous supportez, sur votre stress qui augmente plus vite que votre salaire, sur votre morale, parfois en berne, sur vos nuits envahies par les remarques de votre manager, sur cette angoisse du lundi et ce soulagement tardif du vendredi. Beaucoup de questions. Je vais vous donner quelques-unes de mes réponses, ou plutôt vous faire comprendre que vous les avez déjà. Je vais reprendre ici 2 témoignages, et bien entendu, j'ai modifié le nom des personnes qui me les ont envoyés. On va commencer par Nathalie qui m'écrit: Depuis quelque temps, je me surprends angoissée à l'idée de partir au travail le matin, alors que ce n'est pas dans mon tempérament, je suis plutôt positive et j'aime ce que je fais. Mais depuis l'arrivée de mon nouveau chef, l'ambiance a totalement changé. Il est particulièrement désagréable, parfois humiliant. Il nous parle mal, il nous en demande toujours plus, il n'est jamais content et lui en fait de moins en moins. Tout le monde est épuisé et démotivé. Si ces angoisses matinales se transforment en peur d'aller travailler tous les jours, je ne sais pas comment je vais faire. Alors Nathalie, déjà, je vais m'attarder sur le mot angoisse que vous avez employé. L'angoisse, c'est une grande inquiétude, une anxiété profonde née du sentiment d'une menace imminente, mais vague. Ça, c'est la définition du Larousse. C'est donc une peur projective. Votre peur survient avant d'aller travailler et elle concerne votre environnement de travail, mais aussi la découverte, chez vous, d'une émotion nouvelle, contradictoire avec votre caractère habituellement positif. Déjà, vous avez le droit d'avoir peur, ce n'est pas une faiblesse, votre organisme vous prévient. Acceptez cette angoisse comme ce qu'elle est, une alerte. Il convient de la comprendre, de la rationaliser pour ne pas qu'elle devienne récurrente et qu'elle ne s'amplifie. Ce n'est pas parce que vous avez un tempérament positif que vous êtes dispensé de recevoir des alertes. Vous êtes un être humain et votre organisme réagit à la situation. Il augmente votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle, vos niveaux de vigilance. C'est normal. Il vous prépare à réagir et ça on le verra plus tard. Ensuite intervient le contexte, votre chef et l'ambiance pesante à votre travail. Le danger serait de mettre de côté l'estime de soi. Le danger serait de transformer votre capacité à exécuter, terminer vos tâches professionnelles, vos compétences, votre productivité en questionnement inutile et en doute. Votre chef vous demande beaucoup et n'est, selon ce que vous me dites, jamais content. Vous allez donc, malgré vous, malgré vos ressentis à son égard, chercher son approbation. Et cela peut devenir votre objectif, votre tâche principale. Mais si vous cherchez l'approbation de celui qui ne vous la donnera jamais, vous allez au-devant de grandes contrariétés. Plus vous allez chercher à être adoubé, plus vous allez stresser parce que vous ne le serez pas. Vous allez douter de vous, ne plus avoir confiance en vos capacités et céder de la place à un stress récurrent, à des pensées obsessionnelles qui vous suivront jusqu'à la sortie du travail, jusqu'à votre arrivée chez vous, jusqu'à votre coucher. Je ne vous dépeins pas l'avenir, je vous montre une éventualité évitable. 35 heures par semaine, c'est ce que représente en moyenne le temps que nous passons au travail. L'angoisse répétée au travail, c'est 35 heures de rumination, de pensées obsessionnelles qui deviennent
40, 50, 60 heures dans vos semaines puisqu'elles vont vous suivre et s'amplifier avant et après votre temps de travail. Ce n'est pas le but d'un métier que de polluer le temps où on ne travaille pas. Quand on travaille dans une ambiance délétère, pour quelqu'un de charismatique qui ne félicite jamais, quand le seul objectif du salarié est d'essayer d'obtenir la récompense de l'approbation, on en vient à douter de soi et c'est un mécanisme particulier qui se met en place. Vos projections émotionnelles vont prendre le dessus et vous allez affronter vos journées en déséquilibre de vous-même. Comment marcher quand on ne sait plus tenir l'équilibre? Eh bien, en retrouvant l'estime de soi. Vous ne trouverez pas de solution dans l'angoisse. Vous allez ruminer, imaginer tout un tas de scénarios, vous désespérer de plus en plus. Les réponses viendront du rééquilibre, en retrouvant du positif. Ne cherchez plus son approbation, mais la vôtre. Le milieu du travail exige respect, dévotion, loyauté. Et ceci alors que très souvent, ce sont ceux qui exigent de tels comportements qui sont les premiers à ne pas y satisfaire. Le milieu du travail peut créer une insécurité mentale tout autant qu'une insécurité financière. Par peur de perdre son travail, nous allons accepter tous les pires traitements sous couvert de respect, dévotion, loyauté. S'adapter face à la difficulté du monde, c'est une chose nécessaire et fait partie de l'apprentissage, crée de l'expérience, assure notre force, notre détermination. Mais travailler dans l'angoisse ne peut pas devenir un dogme pour autant, surtout quand on exige de ses collaborateurs un savoir-faire, un savoir-être, sans donner la même chose en retour. Le meilleur apprentissage, la meilleure expérience viendra de votre capacité à estimer ce que vous êtes, à compter sur vous. La première étape est donc de vous retrouver, préalable à la seconde étape, prendre du recul par rapport au travail. Je comprends totalement qu'un métier puisse être une passion, le mien en est une, mais à moins d'être dévorante, une passion ne s'apprécie que si on a plaisir à la retrouver et donc à lui donner un temps imparti, délimité. Votre vie, Nathalie, continue après vos heures de travail. Alors quelles sont les solutions? Cela n'engage que moi, mais céder par exemple à la tentation d'un médicament faiseur de nuits chimiques reposantes serait une mauvaise idée. Paradoxalement, moins s'investir dans son travail serait également une mauvaise idée. Combien de fois lit-on sur les réseaux sociaux vivement le week-end, bientôt vendredi soir, comme si notre vie agréable ne devait durer que 48 heures par semaine. Votre compteur de temps par semaine, c'est 168 heures. En céder 35 à contre-cœur est bien dommage. Une des décisions, c'est d'appréhender le contexte. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les décisions que nous prenons dans nos vies, nous les prenons à un instant donné, dans un contexte précis. Le vôtre, Nathalie, en ce moment, c'est ce rapport difficile avec votre supérieur, c'est une ambiance de travail pesante, c'est cette angoisse le matin. C'est ce contexte précis qui définit en ce moment votre humeur, votre morale et vos décisions. Une image. Imaginez-vous devoir prendre une décision importante en vous étant tordu la cheville 1 minute avant. Votre décision sera guidée par votre douleur à la cheville. Elle ne sera en aucun cas objective. Avant de décider quoi que ce soit, il faut calmer non pas votre douleur à la cheville, mais votre stress. Et là, la sophrologie peut vous aider. Mais la sophrologie, le yoga, la méditation, les thérapies dans leur ensemble ne sont pas des solutions, mais des panneaux indicateurs qui vous guideront vers votre réponse. La bonne réponse, c'est vous qui la trouverez quand vous serez à l'équilibre et que vous serez à nouveau fier de marcher droit dans la direction que vous aurez choisie. C'est un peu comme un bébé qui se met un beau jour sur ses 2 pieds. Avant de se tenir droit, il aura trébuché plusieurs fois pour appréhender ses appuis. Démissionner, créer mon cabinet de sophrologie, c'était ma solution. Je peux vous aiguiller, Nathalie, pour trouver la vôtre. Le deuxième témoignage vient de Michel, 51 ans, qui est ouvrier qualifié. Il y a eu des licenciements dans son entreprise et aujourd'hui, à 10, il doit faire le travail de 20. Michel me dit qu'il est épuisé, qu'il ne veut pas s'arrêter pour ne pas que ses collègues soient 9 à faire le travail de 20. En conséquence, il commence son travail plus tôt, termine parfois plus tard, prend moins de temps pour déjeuner, il lui arrive de travailler le dimanche.
Il n'y a pas de pointeuse, on lui dit que ses heures supplémentaires ne sont pas payées mais seront récupérables. Il n'en a récupéré aucune. Il n'a pas le temps. Il est évidemment stressé et cela joue sur sa vie professionnelle, sur ses relations avec sa famille et sur sa santé. Il y a quelques jours, il a fait un malaise chez lui et sa tension a frôlé les 17. L'une des raisons de la souffrance au travail, c'est l'intensification du travail. Le nombre de tâches augmente, on vous demande toujours plus et vous n'êtes pas spécialement mieux payé. Les temps de pause se réduisent, les temps de repos ne font plus effet. Vous êtes sous la pression d'un flux qui ne semble pas s'interrompre. Se greffe à cela la culpabilité. Si vous arrêtez, vous bloquez la machine, vous handicapez l'équipe, vous mettez à mal la production, etc., etc. Vous avez remarqué comme vous êtes indispensable. Un jour, on m'a dit, Sylvain, les cimetières sont remplis de gens indispensables. C'est vrai, mais ils doivent être aussi remplis de gens tristes, de gens drôles, de gentils, de méchants, de fous, de saints d'esprit. La qualité, la quantité du taux de remplissage d'un cimetière ne représente pas une échelle de valeur fiable. Michel, en l'état actuel des choses, vous êtes indispensable à la bonne marche de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ne voyez pas ça comme une pression, mais comme un atout de négociation. Tout est une question d'interprétation dans un contexte, mais on va le voir tout à l'heure. Si vous et vos collègues poursuivez cette cadence infernale, ce ne sera pas un, mais plusieurs départs auxquels devra faire face votre employeur. Ce n'est pas une menace à lui faire, mais une vérité à lui dire. C'est un fait. Les salariés, les employés, les collaborateurs, quel que soit le nom convenable qu'on veuille bien leur donner, sont indispensables à leur employeur. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'entreprise. Les soldats qui sont au front sont indispensables à la victoire de leur armée. S'ils ne sont pas là, les ennemis attaquent les points névralgiques et c'est une défaite assurée. Si le chef de guerre ordonne à ses soldats de se battre sans repos, sans relève, de l'aube au coucher du soleil et sans augmenter leur solde, démotivés, épuisés, ils ne tiendront pas longtemps et efficacement leur ligne. Une entreprise n'est pas un champ de bataille et on ne doit pas y laisser sa santé. On peut se battre, on peut soutenir l'effort d'un manager, d'un directeur, d'un patron qui veut traverser une phase difficile. Mais il faut que la stratégie soit dite, expliquée, viable et humaine. On se bat mieux et avec grand courage si on est réellement et sincèrement considéré et entendu. Je ne suis pas délégué syndical, je ne charge pas le patronat, je suis patron moi-même et j'ai travaillé, comme je l'ai dit au début de cet épisode, pour un grand groupe. Et je sais de quoi je parle. Et si aujourd'hui je souhaite apporter mon expérience et mon expertise aux salariés qui souffrent d'un stress excessif, c'est que j'en connais le poids. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'un garçon, d'un homme qui marche dans la rue et qui tout d'un coup tombe dans un trou profond creusé dans la terre. Arrivé au fond de ce trou, il regarde les parois. Il n'y a rien pour s'accrocher. Il essaye de grimper malgré tout, mais retombe aussitôt. Il voit des gens passer à la surface et demande de l'aide, mais rien, personne ne répond. Arrive un ami à lui. Il crie pour l'alerter. L'ami penche la tête et saute dans le trou pour le rejoindre. Mais tu es fou, lui dit le premier. Maintenant, on est deux dans ce trou. Et l'ami de lui répondre, oui, mais j'y suis déjà tombé et je sais comment sortir. J'ai eu pas mal de stress dans mon travail et je sais comment s'en sortir. Il existe plusieurs formes de stress au travail. Le stress aigu, le plus répandu, c'est celui que vous allez ressentir ponctuellement dans une journée. Un événement court qui peut être, entre guillemets, angoissant. Ça peut être le coup de fil d'un client qui vous met la pression pour sa livraison. Quand la situation stressante prend fin, les symptômes du stress s'arrêtent. C'est un stress qui peut être motivant d'ailleurs, dynamisant, voire bénéfique. Le stress chronique est lui un état de stress qui dure dans le temps, qui est dû à une exposition prolongée à une situation stressante, et il n'est pas bon pour la santé. L'un des premiers chercheurs à s'intéresser au stress s'appelle Hans Selye. C'est un endocrinologue qui va publier en 1956 un livre, Le stress de la vie, dans lequel il va décrire le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire les différentes réactions de l'organisme soumis à une situation, un contexte menaçant, stressant. Il observe ainsi trois phases.
L'alarme, c'est la première phase. C'est un état psychique, physiologique qui signale à l'homme l'apparition d'un danger. Le but étant de préparer l'organisme à réagir soit par le combat, soit par la fuite. Votre corps libère, entre autres, de l'adrénaline, du cortisol qui augmente la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle. La seconde phase est la résistance. C'est lorsque le corps tente de revenir à un équilibre normal. Il vous a donné l'alarme en phase 1, il vous donne la possibilité de retrouver votre calme en phase 2. Votre tension, votre rythme cardiaque redeviennent normal. Vous pouvez vous concentrer sur la source de votre stress. Pour vous expliquer concrètement la phase 1 et la phase 2, je vous donne un exemple, vous allez voir, très parlant. Dans un monde où notre smartphone ne nous quitte jamais, le perdre, l'égarer peut être une source soudaine d'inquiétude. Visualisez. Vous entrez dans votre voiture, vous partez à un rendez-vous extrêmement important et vous allez naturellement ouvrir l'application GPS de votre téléphone. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans votre sac, pas dans votre poche, pas sur le siège. Vous ne pouvez donc pas prévenir de votre retard, vous ne pouvez joindre personne et personne ne peut vous joindre. Votre fréquence cardiaque augmente, votre température corporelle également, vous êtes pressé. Vous avez besoin de connaître l'itinéraire et vous avez besoin de votre téléphone. Ça, c'est la phase 1. Vous devez réagir. Et vous vous souvenez que vous l'avez laissé sur votre bureau. C'est un soulagement, votre respiration, votre tension, votre température redeviennent normales. Ça, c'est la phase 2. Votre problème n'est pas résolu pour autant, mais vous êtes soulagé de savoir où est votre téléphone. Ce soulagement a même décontracté votre corps. Vous allez pouvoir gérer et votre corps vous donne la possibilité de trouver la solution. Donc ça, c'était pour la phase 1 et la phase 2. Il y a une phase 3. La phase 3, c'est l'épuisement. Votre corps essaie de lutter contre le stress pendant une période prolongée. Vous êtes épuisé, sans énergie et votre morale est au plus bas. Cette phase vous indique que votre stress est sévère, qu'il peut engendrer des complications sur votre santé. Des événements de la vie comme la perte d'emploi, des problèmes financiers, une rupture amoureuse peuvent conduire à ce stress chronique. Une tension à 17 est une alerte, Michel. Vous le savez aussi bien que moi et j'imagine que votre médecin vous l'a dit. Aujourd'hui, si vous observez le contexte, votre contexte, il y a un travail beaucoup plus épuisant qu'à l'accoutumée et sans repos annoncé et une tension qui grimpe dangereusement. Aujourd'hui, vos décisions, vos interactions avec vos collègues, avec votre famille se décident dans ce contexte de stress intense, pour ne pas dire chronique. Alors, est-ce que ce sont les bonnes décisions? Il serait grand temps de faire redescendre votre tension, de prendre un temps pour vous calmer, pour prendre du recul et décider ensuite plus sereinement. À l'heure actuelle, Michel, il vous est difficile d'imaginer des solutions, mais elles existent. Aucune ne se prendra dans ce contexte et en culpabilisant de vous arrêter. Puisque vous m'avez envoyé votre témoignage, c'est que vous souhaitez un changement et un point de vue. Je vous ai donné le mien. Ce n'est qu'un point de vue et ma vérité. Et je vais le compléter par ceci. En athlétisme, lors du saut en longueur, l'athlète va courir 40 mètres sur une piste rectiligne, prendre ensuite une impulsion sur son meilleur pied pour enfin sauter le plus loin possible dans le sable. Michel, votre envie de changement, cette question posée, c'est l'élan sur cette piste de 40 mètres. Votre impulsion sera le moment où vous aurez fait votre choix aidé par les réponses que vous allez recevoir. Enfin, votre saut sera votre décision de vous occuper de vous. Je terminerai avec cette citation. Si le travail c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué. C'est monsieur Boris Vian qui avait dit ça. S'il est entendu qu'il faut travailler pour gagner sa vie, en faire une dépendance serait une très mauvaise idée. Je vous remercie d'avoir participé à ce podcast qui sera désormais tourné vers vous, vers vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vous avez passé un bon moment et s'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.
C'est fini? Mais c'est déjà fini? Oh, mais j'ai adoré, mais encore une fois, mais j'ai trop adoré. Mais attends, mais je suis même pas allée me baigner. Je ne suis même pas allée me baigner, j'ai écouté sur le travail. Ah non, mais attends, mais à la rentrée, moi, je vais faire super attention. Mais j'adore le sophro court, hein, mais sans déconner, hein.